Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 6 juillet 2023. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour cette nouvelle édition des Fiscales, la dernière avant la pause estivale. Au micro, Marie-Pierre Haut et Vincent Berger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs mois, se multiplient les projets de loi thématiques, industrie verte, fraude ou encore partage de valeur, avec pour nombre d'entre eux un volet fiscal qui se concrétisera lors du projet de loi de finances pour 2024. Dans le même temps, l'instauration de mesures fiscales dans des textes a priori non fiscaux sème le trouble, car ces mesures adoptées hors loi de finances passent sous les radars en quelque sorte. C'est pourquoi, à 3 mois de la présentation du budget 2024 en Conseil des ministres, le 20 septembre prochain, il nous semble indispensable de faire le point à la fois sur les dispositions fiscales adoptées depuis le début de l'année et sur celles en discussion ou qui se profilent. Au cours de cette édition, nous aborderons donc, dans un premier temps, les mesures fiscales relatives à la transition écologique et au financement de l'industrie verte, puis dans un second temps, les enjeux de la transparence fiscale avec la transposition de la directive dite CBCR publique et le plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques, et enfin, nous terminerons par un point sur la directive dite mobilité. Procédons par thématique et commençons par les enjeux environnementaux. Entre les mesures déjà prises par le gouvernement et celles qui se profilent, la fiscalité s'affirme aujourd'hui comme l'un des bras armés de la transition énergétique et du financement de l'industrie verte. 2 dispositions fiscales ont été instaurées, Marie-Pierre, en début d'année, par la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Oui Vincent, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération des énergies renouvelables et c'est avec cette ambition qu'ont été adoptées 2 mesures techniques et très sectorielles. La première reconduit pour 6 ans l'ancien dispositif de suramortissement exceptionnel relatif à la souscription en numéraire au capital de sociétés agréées ayant pour objet l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité. La seconde mesure concerne la déductibilité des charges financières supportées par ces sociétés agréées qui bénéficieront des modalités identiques à celles liées au projet d'infrastructure publique à long terme. Mais pour cette dernière mesure, il faudra encore attendre la validation de sa conformité en matière d'aide d'État par la Commission européenne. Venons-en à présent au projet de loi relatif à l'industrie verte, dont le texte a été adopté par le Sénat en première lecture le 22 juin dernier et pour lequel le gouvernement a engagé une procédure accélérée. Aujourd'hui, Marie-Pierre, quel est le contenu fiscal de ce projet de loi ? Avant de vous répondre, Vincent, il est important de dire à nos auditeurs que ce projet de loi ambitionne de faire de la France un leader de l'industrie verte en Europe, avec 3 objectifs: faciliter l'implantation et le développement de sites industriels en France, financer l'industrie verte et enfin, favoriser les entreprises vertueuses en privilégiant les critères environnementaux dans la commande publique et les dispositifs de soutien public. Dans cette perspective, la principale mesure fiscale destinée aux entreprises est un crédit d'impôt appelé investissement industrie verte. Quels en seraient les grands principes, Marie-Pierre ? Ce crédit d'impôt spécifique s'appliquerait aux investissements industriels nécessaires à la production de technologies vertes, c'est-à-dire la production de batteries de nouvelle génération et de composants clés de batterie, la production de panneaux solaires, d'éoliennes ou encore de pompes à chaleur. Il concernerait aussi bien les investissements corporels, tels que bâtiments, installations, équipements, machines, que les investissements incorporels, comme les brevets ou les licences. Ce crédit d'impôt devrait couvrir entre 20 et 45% du coût de ces investissements productifs. Il serait accordé temporairement aux projets décidés jusqu'en 2025 et pourrait être décaissé jusqu'en 2029. Précisons aussi que toute mesure devant être autofinancée en ces temps de disette budgétaire, ce crédit d'impôt serait financé notamment par la réduction de niches fiscales dans le secteur des énergies fossiles, qui doivent encore être précisées, par le déplafonnement du malus écologique à 50% du prix du véhicule, qui est actuellement fixé à 50 000 €, ainsi que par la révision des critères de masse et d'émissions CO2 des véhicules. À noter aussi que la technologie de l'hydrogène, qui dispose de soutien spécifique, serait écartée du champ de la mesure. Pour finir, le dossier de presse parle d'un crédit d'impôt, mais il pourrait aussi prendre la forme d'un suramortissement. Ces 2 derniers points seront donc à suivre lors de l'apparition du projet de loi de finances pour 2024. On entend également beaucoup parler de l'ampleur du financement de la transition écologique et de la nécessité de mettre en place une taxe sur les plus aisés qui leur ferait porter une partie de l'effort budgétaire. Effectivement, Vincent, il s'agit d'une mesure qui fait l'objet déjà de débats dans l'opinion publique et dont l'issue est des plus incertaines. Dans un rapport remis au gouvernement en mai 2023, l'économiste Jean Pisani-Ferry proposait en effet un prélèvement exceptionnel temporaire pendant 30 ans sur le patrimoine financier des 10% de Français les plus aisés.
D'après les informations parues dans la presse, cette proposition aurait toutefois été écartée par le gouvernement et le président, qui estiment qu'elle dévierait de leur ligne directrice de ne pas augmenter les impôts. Pour autant, des députés ou des sénateurs souhaitant ouvrir le débat du financement de la transition énergétique pourraient reprendre cette proposition. Et s'il est peu probable que le texte voie le jour cette année, les débats s'annoncent intéressants et le sujet sera sûrement remis sur l'ouvrage dans les prochaines années. Passons à présent au deuxième thème de cette édition, celui de la transparence fiscale, avec la transposition en droit français fin juin de la directive CBCR public pour Country by Country Reporting. Rappelons qu'en 2015, l'OCDE lançait son plan d'action BEPS relatif à l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Ce plan est composé de 15 actions et la 13e visait la transmission aux administrations fiscales par les entreprises de leurs données d'activité pays par pays. Cette transmission d'informations entre administrations fiscales a été mise en place avec le CBCR fiscal codifié à l'article 223 quinquies-C du Code général des impôts. Une étape dans la transparence vient d'être franchie, avec maintenant la mise à disposition du public d'informations relatives notamment au montant de l'impôt sur les bénéfices payés par les entreprises. Oui Vincent, cette étape a été franchie le 22 juin dernier avec l'ordonnance transposant la directive dite CBCR public qui oblige les entreprises multinationales à publier un rapport d'information relatif aux impôts sur les bénéfices supportés dans les pays où elles opèrent. Adopté le même jour, un décret et un arrêté en précisent les modalités plus spécifiques d'application. À quelle date les entreprises concernées devront-elles se soumettre à cette obligation pour la première fois ? Cette obligation, Vincent, s'applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Le rapport en langue française devra être déposé au greffe du tribunal de commerce pour être annexé au RCS, et ce, dans un délai de 12 mois à compter de la date de clôture de l'exercice concerné. Donc en pratique, une entreprise qui ouvrirait son exercice au 1er janvier 2025 devrait alors déclarer les informations relatives à cet exercice au plus tard le 31 décembre 2026. Le rapport en question sera mis gratuitement à la disposition du public pendant 5 ans sur le site internet de la société. Et dès son dépôt, le greffier du tribunal de commerce fera insérer au BODAC un avis qui attestera que la société a bien rempli son obligation. Quelles sont en pratique, Marie-Pierre, les entreprises concernées par cette obligation ? Il s'agit des sociétés ou succursales françaises ayant des implantations à l'étranger qui remplissent certains seuils de chiffre d'affaires, le cas échéant consolidé, à la clôture de 2 exercices consécutifs. Tout d'abord, les sociétés consolidantes françaises non contrôlées par une autre société, c'est-à-dire les entités mères ultimes françaises, dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros. Ensuite, les filiales françaises de moyenne ou grande taille, contrôlées par une société consolidante établie dans un État tiers hors de l'Union européenne et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros. Troisième catégorie, les entreprises autonomes françaises, c'est-à-dire celles qui ne contrôlent ni ne sont contrôlées. On trouve aussi les succursales françaises de sociétés dites autonomes, établies dans un État tiers à l'Union européenne, dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros, sous réserve que le chiffre d'affaires net de la succursale dépasse 12 millions d'euros. Et pour finir, les succursales françaises de sociétés comprises dans les comptes consolidés d'une société consolidante hors de l'Union européenne, sous réserve que le chiffre d'affaires net de la succursale dépasse là encore 12 millions d'euros. À noter que des exceptions sont prévues, et notamment s'agissant des établissements de crédit et des sociétés de financement qui sont déjà soumises à l'obligation générale d'information sur leur activité et implantation. Évoquons maintenant le contenu du rapport qui sera mis à disposition du public. Quelles informations devront y être mentionnées ? Les informations sont similaires à celles déjà échangées entre administrations fiscales dans le cadre du CBCR fiscal. On trouvera notamment la nature des activités, le nombre de salariés temps plein, le bénéfice ou la perte avant impôt, l'impôt sur les bénéfices de l'exercice et le montant de l'impôt payé effectivement au cours de l'exercice et encore le montant des bénéfices non distribués. Et ces informations devront être présentées pays par pays, c'est bien cela ? Oui, mais c'est pas aussi simple, Vincent. En fait, les informations doivent être présentées séparément pour chaque État membre de l'Union européenne d'une part, et pour chaque pays et territoire non coopératif qui sont inscrits sur les listes grises et noires européennes d'autre part. Mais pour ce qui concerne les États tiers, les informations doivent être présentées sous une forme agrégée. Mais Marie-Pierre, les informations à publier pourraient donner des indications sur les prix pratiqués par l'entreprise dans certains pays. Oui, et c'est pour cette raison que certaines entreprises sont dispensées temporairement de communiquer quelques informations. Une clause de sauvegarde a ainsi été prévue pour les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale de l'entreprise. À ce propos, apportons toutefois 2 bémols. Le premier, c'est qu'il s'agit seulement d'un report et non pas d'une dispense définitive.
En effet, toute omission d'information doit d'abord être expressément indiquée dans la déclaration, assortie d'une explication dûment motivée, et l'information omise devra être publiée dans un rapport ultérieur, au plus tard 5 ans après son omission initiale. Le second bémol, c'est que l'omission ne s'applique pas aux pays inscrits sur les listes grises et noires de l'Union européenne. Donc, dans ce deuxième cas de figure, Marie-Pierre, les informations devront être obligatoirement communiquées. En cas de défaut de déclaration, quelles sont les sanctions prévues ? À ce jour, aucune sanction spécifique n'est prévue, mais il sera possible à toute personne de demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de publier ou mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. Une injonction de faire existe donc. Dernière question, Marie-Pierre, ce rapport qui sera annexé au rapport de gestion devra-t-il être revu par le commissaire aux comptes ? Le commissaire aux comptes va jouer un rôle dans la vérification formelle de la conformité de cette obligation, mais qui ne s'étendra pas au contenu de celle-ci. Il devra indiquer dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe, le cas échéant, si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations déclaratives. Et dans l'affirmative, il devra attester que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices pour l'exercice précédent a été effectivement publié et mis à la disposition du public comme requis. Toujours sur ce thème de la transparence fiscale, faut-il s'attendre à d'autres mesures dans le projet de loi de finances pour 2024 ? On peut penser notamment aux annonces du plan global de lutte contre les fraudes aux finances publiques qui a été faite début mai par le gouvernement. Elles concernent toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières, ou visant à capter indûment des aides publiques. Effectivement, il est raisonnable de penser que le PLF 2024 contiendra des mesures de transparence fiscale et au vu de ces annonces, 2 viseraient plus spécifiquement à renforcer la capacité de l'administration à contrôler les prix de transfert des multinationales. Ainsi, le seuil de déclenchement de l'obligation de tenir en permanence à disposition de l'administration une documentation complète de la politique de prix de transfert serait abaissé de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui, bien entendu, augmenterait considérablement, on le pense, le nombre d'entreprises concernées par cette obligation. Par ailleurs, lorsque la politique décrite dans cette documentation ne serait pas celle appliquée dans les faits, alors la charge de la preuve pèserait dorénavant sur les entreprises. Notons également que le défaut de réponse ou la réponse partielle à la demande de communication de la documentation de prix de transfert devrait être plus durement sanctionné en rehaussant le montant plancher actuellement fixé à 10 000 euros à un montant qui reste encore à déterminer. Pour terminer, puisque nous parlons de prix de transfert, le délai de reprise dont dispose l'administration serait allongé pour les transferts d'actifs incorporels les plus difficilement valorisables. Un dernier point, Marie-Pierre, avant de clôturer ce volet consacré à la transparence fiscale. La transposition en droit interne de la directive dite Pilier 2, qui met en œuvre un impôt minimum mondial au taux de 15%, semble se faire attendre. En fait, Vincent, c'est le projet de loi de finances pour 2024 qui devrait contenir la transposition en droit interne de cette directive, puisque le délai accordé aux États membres pour le faire est fixé au 31 décembre 2023, pour une entrée en vigueur de la règle principale, qui est la règle d'inclusion du revenu, aux exercices ouverts à compter de cette date. Et pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024, s'agissant de la règle subsidiaire relative aux bénéfices insuffisamment imposés. L'insertion dans le cadre du PLF 2024, garantit au gouvernement, du fait des règles constitutionnelles qu'il pourra mettre en œuvre, de pouvoir procéder à une transposition sans modification du texte ni du taux sur laquelle les États membres se sont mis d'accord. Pour en savoir plus sur cet impôt minimum, nous vous recommandons d'écouter les matinales du mois de mai dernier dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Avant de clore cette édition, Marie-Pierre, faisons un point rapide sur la directive juridique dite mobilité, puisqu'elle vient d'être transposée en droit interne. Elle permet depuis le 1er juillet 2023 de réaliser des scissions partielles et des transferts transfrontaliers de sociétés. Oui, et ce texte prévoit également un nouveau cas de fusion sans échange de titres. Le régime fiscal de ces opérations mérite d'être clarifié et le PLF 2024 devrait pouvoir être l'occasion d'en assurer la neutralité fiscale, mais nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque le texte du PLF sera dévoilé fin septembre. Un grand merci Marie-Pierre pour ce tour d'horizon de l'actualité fiscale qui est très éclairant. Avant de clore cette émission, nous vous rappelons que vous pouvez suivre toute l'actualité fiscale ainsi que nos différentes publications sur le site KPMG Avocat ou sur le compte LinkedIn de KPMG Avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. N'hésitez pas également à écouter sans modération les différentes émissions diffusées par Radio KPMG. Un grand merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité tout au long de cette saison. Nous aurons plaisir à vous retrouver début octobre pour d'autres émissions. D'ici là, nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances pour celles et ceux qui auront la chance d'en prendre. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.